Je ne mens jamais parce que je suis un homme brave, parce que je suis un homme digne. Je ne triche jamais parce que j'ai de la conscience. Tu fais bien, Cuny, de rappeler qu'il y a aussi un homme derrière cette posture, cette aura. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rapology. Aujourd'hui, nous recevons une légende vivante, un artiste qui, depuis Kisangani jusqu'aux plus grandes scènes du monde, a marqué l'histoire de la musique africaine. Créateur du quartier latin, père spirituel de générations entières d'artistes, premier Congolais à remplir Bercy, plusieurs fois couronné au Cora Award, honoré en Afrique, en Europe et jusqu'aux États-Unis, son nom traverse les décennies et sa voix traverse les frontières. Ce soir, c'est un moment exceptionnel. Il prépare son grand retour en Europe après plus de 15 ans d'absence pour un concert événement le 6 septembre à l'ING Arena. Il est l'icône de la rumba moderne, le roi du ndombolo, le quadracoraman et certains le surnomment même le GOAT, mesdames et messieurs, Koffi Olomide. Bonsoir. Bonsoir, Cuny. Très gentil le propos. J'aime beaucoup. Merci. Tu as aimé l'analyse du parcours? Mais ça, c'est tout toi. C'est bien, merci. Et en 46 ans de carrière, c'était pas facile de réussir à essayer de résumer tout ce que tu as pu accomplir. Tu as du mérite. Tu as du mérite. Mais le plus dur pour moi, c'était d'être honoré, d'être reçu ici, chez toi. Mais c'est vraiment... C'était inespéré. C'est un plaisir partagé parce que faut savoir que j'ai grandi avec tes musiques parce que nos parents t'écoutaient tous, donc on a grandi avec ta musique et jamais j'aurais pensé qu'un jour je serais assise ici à côté de toi. Donc merci de me faire cet honneur. C'est moi qui ne pouvais pas croire que j'aurais pu être assis à côté de toi. On va se flatter jusqu'au Koffi. Merci de cet accueil fantastique. Merci. Alors, on va parler... pour commencer, de cette date qui arrive le 6 septembre prochain, l'ING Arena, après plus de 15 ans. Tout le monde connaît un petit peu l'actualité. On sait que tu as eu plusieurs dates qui ont été annulées, malheureusement. Et là, cette date, elle va enfin se faire. Est-ce qu'il y a une certaine pression? Quand même, oui. Et quand tu me dis ça, tout de suite, je pense au bourgmestre de Bruxelles, à la municipalité de Bruxelles, M. Philippe Claus, à qui je dois une fière chandelle, à qui je dois dire toute ma gratitude sincère. Il paraît qu'il y a des gens qui en doutent. Comme bourgmestre de Bruxelles et comme président de l'ING Arena, je peux vous dire que ce concert, il va bien avoir lieu. Et donc, n'hésitez pas, venez en nombre, parce que ça va être exceptionnel. Et là, oui, le concert aura lieu. Je peux le dire, on peut le dire. Ceux qui étaient sceptiques, et je les comprends, peuvent maintenant prendre leurs billets, peuvent s'apprêter à prêter leur tenue blanche pour être à ce concert qui me tient à cœur. Moi, ce serait une espèce de concert de libération. Parce que j'étais privé de faire mon métier, justement, pendant 15 ans, 16 ans même. Et là, enfin, je vais pouvoir chanter pour cette personne, pour ces personnes à qui je serai toujours redevable. Ces personnes qui ont tout fait, qui m'ont porté, qui m'ont supporté et qui ont fait que je sois le GOAT, ce qu'on appelle aujourd'hui le GOAT. Bon, j'ai le parcours qui est le mien, les gens connaissent. J'ai quand même 27 albums qui ont récolté pas mal de succès. J'ai eu le quartier avec le quartier latin, j'ai fait tout ce que tout le monde sait. Mais il y a eu ce qu'il y a eu et puis... là, enfin, le 6 septembre, à Bruxelles, je vais refaire mon métier, je vais chanter, je vais distiller de l'amour. Et je demande à toutes les personnes qui viendront vraiment de venir prêts pour un échange d'amour. J'aimerais voir le leur, mais le mien, c'est garanti. Ça sera à travers les chansons. C'est ça pour toi la musique, un échange, un partage d'amour? Exactement. Chanter pour moi, c'est un peu faire l'amour, quoi. C'est vraiment, je peux pas chanter si je ne ressens pas. Chanter, c'est laisser parler mon cœur. C'est aimer. Donc, et les gens, je pense, le savent. Alors tout à l'heure, tu disais, on m'a empêché de faire mon métier pendant 15 ans. Finalement, qu'est-ce qui t'en a empêché? Qui t'en a empêché? Les circonstances de la vie, disons ça comme ça, pour ne pas entrer dans un truc polémique, tout ça. Mais moi, mon bonheur, c'est que j'ai été accusé à tort et je suis heureux de ce que j'ai été accusé
et que la justice m'a été rendue, j'ai été acquitté, blanchi, innocenté, sans avoir fait une minute même de garde à vue. Voilà, je suis assez fier de moi pour mes enfants, pour mes fans, pour mes amis, pour ceux qui aiment Koffi Olomide, pour ceux qui aiment la justice, ceux qui aiment la vérité, la loyauté. Alors, après plus de 15 ans, j'imagine que ça doit bouillonner en toi, cette envie de remonter sur scène. J'ai envie d'y être, mais j'ai aussi le trac parce que j'ai perdu un peu pas vraiment, mais en Europe, j'ai perdu un peu l'habitude de ces scènes. Et là, c'est quand même 20 mètres sur 14, je crois, avec des décors, etc., des lumières. Et je pense au bout de 3, 4, 5 minutes, je vais être dans le bar. Voilà. Et je demande au public qui sera là de tout faire pour que je sois le plus vite possible dans le bar, pour que je leur produise le meilleur de moi-même. Alors ce concert, bien entendu, tu ne seras pas seul. Quartier Latin International ouais. Et Cindy Lecœur. Est-ce qu'il y a d'autres surprises peut-être? Ah oui, j'ai des invités surprises. J'ai été en Afrique, à Kampala, samedi passé, chanter, mais j'ai profité pour concocter une petite belle surprise pour le public qui sera là. Il y a déjà des indices. J'étais en Afrique de l'Est, où on parle anglais, où j'ai des amis, où j'ai fait des choses, et il y aura une immense surprise. Mais à part ça, il y a des jeunes talentueux en Belgique, parce que je suis en Belgique, je respecte mes collègues, quand bien même c'est des jeunes, tout ça, de la Belgique, et j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés. Je ne peux pas encore dire le nom, mais je pense qu'il y aura les personnes qui feront le déplacement repartiront avec le cœur plein de bonheur. Waouh, donc une scène qui s'annonce épique. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors, pour continuer à parler un petit peu de tes concerts... Mais il y a aussi des gens comme Inos B, le jeune Inos. Il y a un jeune que j'adore, qui a un talent incroyable, qui s'appelle Gali Garvey. Je ne sais pas si vous le connaissez, un super beau garçon qui chante merveilleusement bien, mais qui ne récolte pas encore, à mon avis, ce qu'il mériterait. Et je pense que ça ne va pas tarder plus longtemps. Il m'a promis d'être là. On a un featuring. Mais mon rêve était que Nino vienne aussi pour qu'on chante notre featuring qui s'appelle Hercule. Une magnifique belle chanson. Mais un certain Barclay m'a dit que lui, il est suffisamment puissant pour casser les barrières. C'est vrai qu'on dit souvent que Barclay, c'est l'homme qui a le bras long. On verra si le bras est assez long et s'il arrive jusqu'à Nino. En tout cas, je pense que... J'aime pas parler des choses qui sont longues à la télé. C'est coquine, hein. Là, c'est toi, pour le coup. C'est moi, bah, écoute, mais il coule pas. Alors, ici, l'occasion de te recevoir, c'est pour parler de ce concert, bien entendu, mais c'est aussi un moment où je pense on peut échanger, parce que tu as une histoire, je pense, assez incroyable, qui peut aussi inspirer beaucoup de gens. Et ce serait chouette aussi de se balader aussi un petit peu dans ton parcours. Libre à toi. Alors, on va commencer déjà par... on va pas commencer par le début, on va commencer par la partie concert, parce qu'on est dedans. Tu es le premier à remplir Bercy. Il y avait eu un débat sur Apology, parce que je me rappelle, j'avais parlé de ça avec Werason, et puis dans les commentaires, c'est même pas Wera ou quoi, c'est dans les commentaires, on voit que les gens, oh non, c'est lui qui a fait en premier, c'est lui qui a fait en premier. Finalement, qui a rempli en premier ce fameux Bercy? C'est au public de répondre. Ça, c'est des questions qui ne méritent pas d'être. C'était en 2000, la première fois que quelqu'un a eu le courage, le culot de braver Bercy. Il s'appelait Koffi, Antoine, Tony, il m'appelle Anthony, et puis le Rambo. Donc c'est connu, il y a les images partout. Je suis quand même pas mal fier de moi. Et puis après, tout le monde s'est senti motivé pour y aller. Je suis assez fier de moi. Il faut toujours un pionnier. Voilà. Tu parles de courage. Est-ce qu'à cette époque-là, on est en 2000, c'était une scène inaccessible pour un artiste africain? Ça avait l'air de ça. Ça avait l'air de ça. Il y avait les blacks que moi j'avais vus à l'époque, c'était les Kassav. Et puis j'avais vu Khaled. Je ne sais pas s'il est algérien ou il est algérien, marocain. Khaled. Là c'est une bonne question. Il a une chanson qui m'a
qui m'a conquis complètement. Aïcha, Aïcha. Elle a conquis le monde entier, voilà. cette chanson. Donc, quand j'ai vu ça à la télévision, j'ai dit, mais pourquoi nous, on ne peut pas... On voyait les Madonna, les gens comme ça. Et puis, j'ai demandé à ma maison de disques, j'ai dit, moi, je veux faire ça. Moi, j'ai dit, non, Kofi, écoute, allons-y, mollo, mollo. J'ai dit, je veux faire ça. Et, contrairement à la chance que les jeunes d'aujourd'hui ont, il n'y avait ni TikTok, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas les Facebook, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui qui sont quand même des instruments qui facilitent la vie des artistes. On sait communiquer facilement. Et c'était un peu du bouche à oreille. Je me rappelle avec mes copains, on affichait la nuit comme ça, ce qu'on appelle affichage sauvage. Et le bouche à oreille a fonctionné. Et il était à peu près 16 heures ce jour-là, le jour du concert. Et mon producteur, qui habitait Clermont-Ferrand, m'a appelé pour me dire, Kofi, tu as fait le plein à Bercy. Je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais pas le croire. Et puis, j'ai vu ce que j'ai vu. Voilà, donc je ne pourrais pas oublier ça. Après, s'il y a des gens qui jouent 20 fois, 50 fois là-bas, moi, je trouve ça bien. Mais vous savez, le type qui a inventé le dollar n'était pas milliardaire comme Bezos, comme Bernard Arnault, comme Bill Gates, mais c'est lui qui a inventé le dollar. Donc ça, on ne pourra pas changer ça. On va continuer avec les salles mythiques parce que en France, tu en as fait, tu as fait l'Olympia, tu as fait les Bercy. Bon, j'ai même eu le culot d'aller à Paris La Défense Arena. C'est moi qui ai eu le courage d'aller là-bas. On a tout fait, on a fait la promo, mais une grosse promo. On a vendu des billets, on était à peu près, si je me rappelle bien, 14 ou 17 000 billets vendus sur les 40 000. Et puis, il y avait le Corona à l'époque. Et puis, nous, à qui on avait dit oui, vous pouviez faire le concert, on a reçu une lettre qui venait de là-haut, où on nous disait non, on ne peut pas faire le concert et tout et tout. Le producteur était vraiment déchiré, moi-même aussi. Et après, on aurait appris qu'il y avait quand même un processus assez bizarre qui a abouti à l'annulation de ce concert. Tu penses que des gens cherchent à te saboter? Non, mais parce que la façon quand tu dis un processus, c'est toi qui m'emmène là-bas. Je dérange. Tu sais, la carrière qui est la mienne, le parcours, le long parcours qui est le mien. Je croyais que tu n'aimais pas parler des choses longues. Je n'en parle pas. Je dis, le parcours qui est le mien dérange beaucoup. J'ai dit un jour que si je n'avais pas été Kofi, moi-même, j'en voudrais à Kofi, juste parce qu'il est Kofi, juste parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Parce que c'est quand même étonnant. Moi, je suis controversé. Ahmed Bakayoko, ministre d'État de la Côte d'Ivoire, sinon forcément te dit quelque chose, a dit un jour en public, il a dit, quand il y a noise, quand il y a quelque chose, quand il y a palabre, écoutez bien la version de Koffi Olomide. Il a toujours raison. Je peux te le dire, Queenie, je peux te le dire à toi et à vous, téléspectateurs, les fans de Queenie, ceux qui me suivent, je ne mens jamais. Parce que je suis un homme brave. Parce que je suis un homme digne. Je ne triche jamais. Parce que j'ai de la conscience. Je peux le dire parce que c'est comme ça que j'aimerais que ma progéniture soit, mes enfants, et puis les enfants qui me suivent. Il faut qu'ils soient des gens dignes, des gens respectables. Pour être respecté, il faut se respecter soi-même. Il faut éviter d'être dans les postures de mentir, de dire des contre-vérités. Voilà. Moi, il m'arrive de me tromper ou de ne pas savoir, mais je ne mens pas délibérément. C'est-à-dire, je ne me réveille pas avec l'envie d'aller mentir. Ça, je le dis devant les caméras, que ça reste pour la postérité. Je ne sais pas si, dans mon pays, le Congo, la République démocratique, il y a quelqu'un dans le monde de la musique qui a connu autant d'affres que moi. J'ai pratiquement tout connu et ça ne s'arrête pas. Les gens vous diront, il suffit que Kofi dise quelque chose pour que ça devienne affaire d'État. Il n'y a rien de bénin avec Kofi.
Est-ce qu'il y avait déjà, parfois je pense que certaines personnes naissent avec cette aura, c'est-à-dire que, est-ce qu'avant d'être célèbre, tu ressentais déjà que tu dérangeais un petit peu, peut-être dans la classe, à l'école, ou parmi tes amis, ou que tu étais un peu celui peut-être qu'on enviait, ou qu'on voulait peut-être pas laisser passer? J'ai une anecdote qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on dit. J'étais bon à l'école, j'étais vraiment bon. Et au collège Elikia, Sainte-Anne de Kinshasa, ceux qui connaissent bien Kinshasa, à côté du boulevard Tonjuin, je tenais à aller à l'école là-bas parce que mon père y a étudié et mon père était brillant. J'avais un professeur de français qui a commis une faute. Quand il nous transmettait le savoir, il a dit quelque chose qui n'était pas vrai et spontanément, sans faire exprès, j'ai corrigé. C'était une affaire d'État incroyable. Mais tout le monde m'a donné raison, ce que j'avais dit était vrai. Le professeur était blessé dans son orgueil. Je ne sais pas s'il m'écoute encore aujourd'hui, il se reconnaîtra. Et il a dit, si Antoine ne quitte pas la classe, moi je cesse d'enseigner dans cette école. Alors tous les élèves ont protesté parce que j'avais raison. Et c'était devenu une affaire pour toute l'école, alors que c'était simplement dans la classe où moi j'étais. C'était en 5e année maths physique. Et c'était une école belge, une école française? Belge, à l'époque, c'était plus des Belges. Donc c'est le même système. Mon père est venu. Okay. Mon père était ancien footballeur, un super beau gosse. Monsieur Charles, là où tu es, je te salue. Repose toujours en paix. Et il a dit, je choisis que mon fils quitte l'école pour que ce monsieur reste, quand bien même il a raison. Et c'est la seule fois que j'ai redoublé de classe en 5e humanitaire maths physique. Je suis allé à l'Athénée de Lingouala. C'était pratiquement vers la fin de l'année. J'ai connu des vertes et des pas mûres. J'ai eu des musiciens qui ont fui. En général, les musiciens fuient en Europe. Ils choisissent de vivre en Europe. Moi, ils sont partis de Tanzanie. J'ai quitté l'Europe après une tournée avec le groupe. On est parti en Tanzanie parce qu'on avait un concert là-bas. Et le jour du concert, le stade était plein et on ne voyait pas arriver un certain nombre de musiciens. À un moment donné, le producteur a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? On va un peu voir l'hôtel où ils logeaient. » Parce qu'on ne loge pas dans le même hôtel. Et on arrive à l'hôtel, on trouve quelques-uns qui, comme ça, « Oh, boss, ils sont partis, ils sont... Ah bon? Comment ça? » Et c'est vrai. Et l'histoire, la suite, tous ceux qui suivent la connaissent. Donc j'ai connu des choses comme ça. Aujourd'hui, parce que c'est moi qui subis l'ingratitude, on valide ce défaut, cette méchanceté, ce fléau. C'est-à-dire, il n'y a personne qui se lève pour dire carrément que ce monsieur, Antoine Kofi, mériterait la gratitude, la reconnaissance, parce que c'est moi qui subis. Tu sais, je pense que tu as l'air solide. Tu sais, quand quelqu'un a l'air solide, toi, quand on te voit, on voit la carrière, on voit l'homme, on voit aussi l'aura, l'image, ce que tu représentes. Et je pense que les gens oublient qu'il y a un homme. Et je pense que les gens oublient qu'il y a aussi un homme, un être humain derrière... Tu fais bien, Cuny, de rappeler qu'il y a aussi un homme. Derrière cette posture, cette aura, hein, ce charisme. Tu fais bien de le rappeler. Mais bon, moi, je vis avec. Je fais avec. Je ne suis pas là en deuil permanent, en train de larmoyer. Non, je raconte mon parcours. Je ne dis plus que c'est long, mais je raconte mon parcours. je dis un peu comme ça. Je passe du coq à l'âne et puis voilà quoi. Alors, je remarque que souvent en interview, tu cites beaucoup ton papa. On sent une certaine, même une très très grande admiration pour cet homme. Qu'est-ce que tu gardes de ton père comme leçon, comme enseignement de vie, comme dans ce qu'il t'a appris? C'est la droiture, c'est la loyauté. Ce monsieur a bravé la faim, voire la famine, a bravé les jours sans, mais en restant digne. Il n'a jamais cherché à mettre dans ses poches ce qui n'était pas à lui. Il a travaillé dur. J'ai aimé quand
il a vendu sa maison, sa petite maison qu'il avait dans un quartier de Kini qui s'appelle Lemba, pour sa femme, ma mère. Parce que ma mère voulait faire le commerce, etc. Et il a vendu sa voiture, sa maison. Mon père, c'était un monsieur, il ne parlait pas beaucoup. Il était beau. On m'appelle Vienne-Psa Bogart. Mais mon père, c'était vraiment un bel homme. C'est un sportif. Il s'est tourné les têtes. Il a fait la natation. C'était un tombeur, mais grave. Et donc ta On maman, lui courait. Oui, maman était... elle avait du fil à retordre, des soucis à se faire. Non, pas comme ça. Maman était folle amoureuse de son homme. Et je la comprends, je la comprends. Et il nous a élevés dans la droiture, dans la sobriété et dans l'esprit d'excellence. Mon père me manquera toujours. Et je fais tout pour que là où il est, il se dise, tiens, Antoine, j'en suis fier. Voilà. Tu sais, au début, quand je voulais commencer la musique, parce que je commençais, moi, guitariste, je suis guitariste à la base. C'était terrible. Il y a eu 3-4 guitares cassées, et puis tous ceux qui étaient du monde de la musique n'étaient pas vraiment les bienvenus. Mais c'était un monsieur courtois, c'était pas toujours les bienvenus. Mais bon, il me dit, avant que tu fasses ces histoires, parce qu'à l'époque, ça faisait pas bon genre d'être musicien. Personne n'acceptait facilement que sa fille soit l'épouse d'un type du monde de la musique. Et on pouvait comprendre parce que les gens de la musique à l'époque négligeaient un peu le côté scolaire. Ils ne pensaient pas que c'était bien de passer sur le banc de l'école. Et puis, ils étaient catalogués fumeurs, buveurs, coureurs de jupons. Ils vivaient légèrement. Le monde de la nuit. C'était la réputation. C'est pas moi qui dis, c'est la réputation qu'il y avait. Je sais pas si c'était vrai ou si c'était comme ça. C'est comme ça que mon père a tout fait pour éviter cela à ses enfants. Il m'a dit, Antoine, tu dois me ramener un diplôme universitaire avant de tremper dans le monde de la musique. Et je suis assez fier d'avoir réussi. J'ai été d'abord à l'école PEC de Genève, en Suisse. Et puis j'ai sollicité d'être, après mon diplôme, mon baccalauréat, j'ai sollicité d'être admis à l'université en France. La France à l'époque, c'était vraiment le rêve suprême. Et puis j'ai été admis à l'université de Bordeaux, où j'ai décroché mon petit diplôme qui reste un motif de fierté pour moi, pour mes enfants, que je salue, je leur dis, c'est bien d'avoir été à l'école quand même un moment. Ces études, tu les as fait pour rendre fiers tes parents ou par accomplissement personnel? J'étais un très très bon élève. Partout où je passais, j'étais parmi les excellents. Et donc, j'aimais ça. J'aimais ça, j'ai toujours aimé ça. J'écrivais beaucoup, j'ai des poèmes et des poèmes. Et puis, mon père, je savais que c'était un devoir. Une fois, j'étais 7e, je crois, je ne me rappelle plus. Tu sais, les proclamations, premier de la classe, deuxième, moi j'étais 7e. C'est là, parce que habituellement, j'étais parmi les 3-4 premiers. Et là, j'étais 7e. Mais c'était un drame chez moi à la maison, terrible. Et j'ai compris, puis je me suis rattrapé, et puis ça s'est très bien terminé. Voilà. Alors, tu as parlé de la France, que c'est un petit peu, c'était l'Eldorado, l'endroit où on voulait aller. Toi, tu as commencé, quand tu es arrivé en Europe, par la Suisse. Par la Suisse, oui. Et tu racontes aussi que ta maman s'est sacrifiée pour que tu puisses oui. y aller. Maman a mis, j'ai la chair des poules tout de suite dès que je prononce son nom. Cette femme, c'est vraiment une super femme. Elle a quelque chose de plus. Elle a jamais montré qu'elle a été triste, qu'elle souffrait, que quelque chose n'allait pas. Elle ne voulait jamais qu'on voit ça. Et puis, quand je lui ai dit, parce que j'étais étudiant à l'université de Kinshasa, au campus de Kinshasa, je lui ai dit un jour en rentrant, maman, moi j'ai mal aux pieds, j'y vais à pied, des fois je fais le bus, des fois je resquillais, je fraudais. Et puis je mangeais les beignets de cette dame que je salue, qui était magnifique avec du poto-poto. Je salue cette maman au campus de Kinshasa. Et puis j'étais en propédeutique, maths physique. Et puis un jour je lui ai dit, maman, franchement, moi si je ne vais pas en Europe, ça va aller mal pour mes études. Parce qu'on savait que j'aimais les études. Ma mère avait à l'époque le grand luxe, c'est-à-dire elle avait une voiture Peugeot 504
avec le chauffeur. Elle était derrière assise, elle allait. C'était une grande commerçante, elle avait le sens de ça. Et toutes les femmes au marché l'aimaient. Toutes les femmes, elle était une fédératrice incroyable. Ma mère a vendu sa voiture. Ma mère a vendu sa voiture pour que j'aille en Europe. Je n'oublierai jamais. Quand je pense à ça, j'ai des larmes. Quel trait de caractère de ta maman tu as pris? Battante, j'ai toujours la foi, j'y crois toujours et je ne bats jamais en retraite. Et là, il y avait une phrase qu'elle m'a dit, Antoine, tant qu'on ne t'a pas coupé les bras, ne désespère pas. C'est fort. Et je le dis à tous les jeunes qui me regardent, tant que vous avez de bras et de surcroît, votre cerveau, votre cœur, votre mental, ne désespérez pas. Ça t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui, j'imagine? Sans doute, mais je m'en sers toujours. Je dis, parce que j'ai l'impression que tout m'est arrivé. Vous savez, il y a des gens dans le monde qui est le mien, le monde de la musique, à qui il n'est rien arrivé, rien. J'ai connu les histoires de Papa Wemba, de Franco, de Rochereau. Tout le monde, tous les gens, il y a toujours un petit truc, mais 2, 3, je ne suis pas là pour ça. Moi, c'est le comble. Un jour, j'ai parlé de la situation politique des militaires du Congo de mon pays. Parce que j'avais vu nos militaires avec l'histoire dans l'Est sur des motos pour aller au front. J'ai eu mal, alors mal en tant que patriote. Le Congo, mon pays, le pays du diamant, de l'or, du cuivre, manganèse, cobalt, tout. Le bois, on a des forêts, on a des fleuves. Mon pays ne peut pas acheter des tanks, des camions pour nos soldats. Il ne faut pas que les gens qui vont écouter cette émission reviennent sur l'affaire. Je raconte ça à la je peux dire la petite? Oui, à la grande petite. La petite grande. La petite grande qui est ici. J'ai eu mal. Alors, j'ai eu mal. Vous savez, il y a des gens qui arrivent, dans ces cas-là, à cacher qu'ils ont mal, à dire le contraire de ce qu'ils ressentent, moi pas. Et un jour, on m'a posé la question. J'en ai parlé publiquement. On m'a convoqué aux commissions de censure, machin, tout ça. Bon, j'ai trouvé ça d'une injustice terrible. Alors que ce que j'avais fait n'était qu'un acte de bravoure, de patriotisme. Je n'avais aucune intention de manquer d'égard au gouvernement, encore moins au chef de la nation, au père de la nation. Oh, ça n'avait rien à voir. On aurait pu se servir de ce que j'avais dit pour faire avancer les choses, pour donner des moyens à nos soldats, pour défendre vaillamment le pays. C'est tout. Parce que souvent, les conseillers ne disent pas au chef la vraie vérité. Ils ont peur de ceci et de cela. Et je suis même devenu un peu leur bête noire. Moi, je profite aujourd'hui pour dire au père de la nation, des Kofi Olomide, il y en a, qu'il regarde bien, il verra que ce sont ses ministres, ses conseillers. Moi, j'aime le Congo, mais alors profondément. J'insupporte quand j'entends aujourd'hui nos voisins qui, à l'époque, respectaient et craignaient le Congo, le grand Congo Kinshasa, parler comme ça, de façon un peu fine, avec la fine bouche de notre pays. Ça me fait mal. Ça me fait très, très mal. Donc voilà, je cite encore une anecdote et rien de plus, rien d'autre que ça. Est-ce que tu penses que, en tant qu'artiste, c'est ton rôle aussi de porter ce genre de message au public, ou alors tu le fais juste parce que tu as envie, ou alors tu penses que ta position, ta célébrité te donne aussi le devoir de porter certains messages? On a réuni des musiciens congolais. À une époque, ils ont chanté franc-congolais, ils ont été rémunérés. Je ne sais pas s'il y a encore eu une autre occasion. Et bizarrement, je n'étais pas associé. Je n'ai jamais su pourquoi. Et puis moi, j'ai fait une chanson qui s'appelle « Affaire d'État ». Je n'ai pas reçu un franc de quiconque. Je l'ai fait en conscience. Je l'ai fait par l'amour de mes compatriotes, pour l'amour de mon pays. J'ai encore une autre qui s'appelle « Elelo ».
Et regardez l'album Platinium. Il y a une chanson qui s'appelle Elelo où je parle de mes compatriotes et de la souffrance des Congolais. Je le fais par amour, pas par ambition politique. Mais si on me demande d'y aller, je pense que je vais bien servir le pays. Je vais peut-être devenir une espèce d'exemple d'électron libre dont beaucoup vont se servir pour concourir certains comportements, certaines postures, certaines attitudes. Je pense pouvoir le dire humblement, par amour de mon pays. On peut être ministre et continuer d'habiter chez soi. Venir en jean, en t-shirt, en chemise, faire le travail. Parce que c'est un travail rémunéré. Il ne faut pas que ceux-là qui ont les rênes du pouvoir dans notre pays, ceux qu'on nomme ministres et tout, pensent que ils ont tout le pouvoir sur la vie des gens, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non. C'est une mission à accomplir. Et puis voilà. Après ceci, je ne dis plus rien. J'invite les gens le 6 septembre à ce concert qui me tient à cœur, cher Cuny. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler, le 6 septembre à l'ING Arena. Après 15 ans, tu reviens en Belgique. Voilà. Est-ce que tu as une histoire particulière aussi avec la Belgique? C'est un pays aussi que tu connais bien. Une histoire avec la Belgique, mais je ne peux pas raconter. Hein. J'ai des histoires. Allez, fais-moi une petite confidence, une anecdote sur la Belgique que tu n'as jamais dit nulle part. Il y a eu une bagarre dans les loges pendant un de mes concerts entre deux filles, entre deux dames, très très belles, un peu comme toi. Elles se battaient pour toi? C'est ce qu'on m'a dit. Ça te va là? Ça me va. Ça, j'ai jamais raconté ça. Et ça s'est passé ici? Dans la salle Claridge. La salle Claridge, à l'époque, c'était juste après la Madeleine, une salle mythique à Bruxelles. Il y a eu une bagarre incroyable. Et comment est-ce que tu as géré la situation? On a dit que c'était fini. Ah, c'est juste un peu comme ça, tu m'en donnes pas plus. Ok, ok, je prends, merci. Voilà. Alors, moi, j'aimerais te poser une question. C'est quand tu es arrivé en Europe pour la première fois, tu te souviens de comment ça s'est passé? Parce qu'on est dans les années 70, si je ne me trompe pas, quand tu arrives. Oui, 76, 77. Ouais. Évidemment, j'arrive, j'étais un mec élégant, mince, j'étais vraiment effilé comme ça. Barclay à côté, il est gros, mais j'étais vraiment effilé, mais vraiment, déjà à l'époque, quand tu me voyais, c'était un jeune monsieur, mais vraiment, et puis, je suis venu vraiment comme à l'aventure. Et j'ai rencontré un Congolais, moi c'est Kofi, parce que bon, mon nom était déjà un peu connu comme ça, parce que dans les chansons, et puis il m'a emmené chez des Congolais, j'ai passé la nuit là-bas, je pense que j'ai passé 2 ou 3 nuits, je remercie encore ses compatriotes. Et puis, à Genève, il y a des fêtes qu'on appelle fêtes africaines là-bas. À l'époque, je ne sais pas si ça continue. Et dans ces fêtes, il y a toutes les nationalités black qui viennent. Les Éthiopiens, les Congolais, les Angolais, les Zambiens, les Kenyans. On se rencontre dans ces fêtes-là. C'est vraiment un moment de grâce pour tout le monde. Et j'arrive, on m'a dit donc il faut aller à cette fête-là. J'arrive à la fête, mais j'étais, je ne sais pas, le plat qui manquait au buffet. Comment ça? Mais je te dis, j'étais adulé. Il y avait au minimum 7 ou 8 filles qui voulaient m'emmener chez elles tout de suite, quoi. Est-ce que tu aimais bien cette attention autour de toi, honnêtement? Ça te plaisait de voir toutes ces femmes Ce jour-là, oui, parce que je n'avais pas de toit. Je ne mangeais pas comme je voulais. Et je suis tombé sur... On m'a dit que celle-là, c'est la fille de telle. Et là, elle est bien installée, et tout ça. Et puis, je suis devenu Mario chez elle. Ah, t'es devenu un Mario, je l'avoue. Je suis devenu Mario. Elle allait au boulot. Et mais avant d'aller au boulot, tu veux manger quoi? Et puis moi, je restais dans l'appartement de luxe, en face de la poste de Genève, en diagonale, avec ma guitare. C'est là que j'ai fait peut-être 200, 300 chansons. J'étais tout le temps seul. Et elle allait, elle revenait, faisait à manger. Je ne savais pas comment elle faisait pour que je mange, mais je mangeais tous les jours. Et puis voilà, quoi. Donc, ça, c'est un moment crucial de ma vie. Et puis, j'ai déconné.
J'ai rencontré une jeune Suissesse de couleur blanche, hein, je ne suis pas raciste, qui était vraiment belle, qui vraiment... Mais tu fais quoi là-bas? Moi, j'ai mieux. Et puis, voilà. Et puis voilà, quoi. J'ai l'impression que les femmes, ça a toujours été ton tendon d'Achille. Non, les femmes... Vous savez, il y a les hommes qui aiment les femmes et il y a les hommes que les femmes aiment. Et toi, tu es où? Dis-moi où tu es. J'ai ma petite idée. Bon, bah, restons avec ta petite idée. Toi, tu es une femme, quoi, toi? C'est-à-dire? Toi, tu dragues? Moi, je ne drague pas, moi. Tu dragues pas? Non. D'accord. Je ne sais pas draguer. Ah, nous sommes deux, alors. Alors, Kofi, on va parler aussi un petit peu de ta musique. Alors, on sait que... Mais moi, je dois dire quand même merci à la gente féminine parce que c'est 80% de ce que j'ai réussi dans la musique. Mes chansons, c'est l'amour, c'est les belles femmes. J'ai pour la première fois distillé le terme diva. Pour parler de la femme, j'ai dit diva pour la première fois. Puis aujourd'hui, on rencontre des divas, etc. Là, dernièrement, j'ai fait chanter Cindy Lecœur et Géry. Donc voilà, diva bien-aimée, laisse-moi t'aimer, ma plus belle chanson d'amour, c'est toi. Voilà, des choses comme ça. Ah. Ouais. En fait, tu charmes avec ta voix. Tu ne dragues Ah, pas, moi, mais moi, tu chantes pour draguer. Non, moi je chante, hein, moi je chante. et je suis un perfectionniste, hein, on te dira. J'aime perfectionner, j'ai de la rigueur, j'aime que les choses soient bien. Et c'est dans tout ce que je fais, dans ma veste, dans ma montre, voilà. Donc je suis comme ça, donc voilà. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours musical. Oui. Alors, je vais être totalement sincère avec toi. Moi, la musique congolaise, c'est la musique de mes parents. Tu sais, nous, quand on était petits, on allait aux fêtes et on savait que les musiques, les lois, les choses, ça passait. Et nous, on aimait bien, on dansait dessus. Mais à un moment, on disait quand même, bon, mettez-nous un peu Sean Paul, hein, mettez-nous un peu... Tu vois, on était un petit peu de cette génération. Et puis, on a grandi. Et quand on réécoutait ces sons-là, c'est devenu une Madeleine de Proust. Ça nous a rappelé notre enfance. Et j'ai l'impression qu'il y a eu comme un deuxième amour, tu vois, qui est arrivé pour la musique congolaise. Donc, je n'ai pas une grande expertise, mais de mon observation, je vois que les grands artistes congolais sont souvent issus d'un orchestre, d'un groupe, comme par exemple le Quartier Latin, qui a vu naître de grands artistes, hein, Fally, Ferré et d'autres. Soleil vraiment, Wanga. voilà, énormément de grands artistes. Mirage. Mais toi, j'ai l'impression que tu n'as jamais voulu être affilié à un orchestre. Tu as été proche de Papa Wemba, de son orchestre, etc. Mais tu n'as jamais été vraiment affilié à un orchestre. Non, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un, moi, dans ma vie. Pourquoi? C'est Dieu qui programme. C'est pas moi. Quand j'ai fini mes études, mon mémoire de fin d'études était la commercialisation des matières minières du Congo, un atout pour le pays. C'était le sujet. Et j'étais prédestiné à travailler à la Gécamine, à la MIBA, etc. Mais j'ai aussi postulé à Kwilingongo, compagnie sucrière, dont j'étais dans la commercialisation, dans le domaine du commerce. Et puis, les gens qui étaient autour de moi, ma famille, mes amis, mes proches, savaient que je faisais des chansons magnifiques qui étaient devenues des tubes chantés par d'autres gens. Et tout le monde a insisté pour que je chante moi-même enfin. Et quand j'ai chanté, les 2-3 premières chansons, c'était des tubes incroyables. Et je suis resté entre l'esclave, donc de la musique jusqu'à aujourd'hui. J'étais pris dans le piège. Et donc voilà. Il y avait notamment cette chanson Senza Malu Senza, qui était alors le tube des tubes, quoi. Dans les années 78, 79, tu n'étais pas né. Et ça m'a vraiment, je ne pouvais plus faire autrement. Je devais continuer dans la musique. D'ailleurs, j'annonce aujourd'hui aux gens qui m'écoutent que dans l'album de Cindy Lecœur, l'album que j'ai fait pour elle, il y a la reprise de cette chanson Senza. Et c'est une super belle chanson, un super beau texte. Mais la façon de chanter de cette dame, c'est incroyable. Les gens vont vraiment être étouffés de bonheur. Alors,
Moi, j'avais envie de parler de Cindy Lecœur un peu plus tard, mais tu me pousses depuis tout à l'heure, tu l'as dit. Surtout qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais te poser cette question. Est-ce que tu peux nous raconter, parce qu'on sent une admiration presque pour cette femme. À chaque fois que tu en parles, énormément de respect, tu la valorises, il y a une vraie admiration. J'aimerais savoir Tu m'as déjà entendu parler d'une femme sans respect? Attends, non. Ça n'est jamais arrivé. C'est pas ce que je dis. Mais quand tu parles de Cindy Lecœur, il y a une émotion qui émane de toi. Tu sais, Cindy, qu'on me permet de le dire, je suis heureux d'être passé sur sa route et vice-versa. Parce que on n'aurait pas eu cette fée. On serait passé à côté du bonheur, en fait. Aujourd'hui, tu vas fouiller dans les fins fonds des terroirs de notre pays ou d'autres pays, il n'y a personne qui n'aime pas Cindy. Il n'y a personne qui n'aime pas sa voix. Je suis sûr que Céline Dion, là où elle est, elle voudrait la rencontrer. Je suis certain, je mettrai ma main à couper. Et puis, le jour où je l'ai rencontrée, on me dira que c'est une fille qui chantait un peu pour tout le monde, pour des miettes, qui faisait des chœurs pour des gens, soi-disant des frères, tout ça, là, quand je le dis sans méchanceté, hein, des frères, des musiques chrétiennes, etc. Mais elle était toujours, comme je l'ai rencontrée ces jours-là, je lui ai dit, tu mérites beaucoup mieux, après l'avoir écouté chanter pour moi. Je lui ai dit, tu mérites beaucoup mieux. Et puis j'ai voulu voir là où elle habitait, parce que je l'avais vue, maintenant je voulais voir là où elle habitait. Et elle a compris. Elle n'a pas voulu que je voie. Et le fait qu'elle le refuse, j'ai compris aussi beaucoup de choses. C'est là que j'ai décidé que je ferai d'elle ce que les gens voient aujourd'hui. C'est Dieu, c'est sa voix, mais c'est quand même aussi le vouloir de Koffi Olomide. Parce que les gens qui étaient avec elle, c'est des gens talentueux, c'est des super bons musiciens, mais qui n'avaient pas le vouloir, qui ne voulaient rien pour elle, qui voulaient juste exploiter sa belle voix. Et je vous fais la promesse, aujourd'hui ici, dans Apologie, que c'est la Koffi Olomide au féminin. Tu penses que sa carrière va égaler la tienne? Attends d'écouter son album qui va sortir. Et surtout, viens le 6 au concert. J'ai des chansons, j'ai un plan que j'ai concocté pour elle. Tu sais, elle chante la rumba, elle chante la musique congolaise, comme personne. Mais si tu l'écoutes chanter Whitney Houston, si tu l'écoutes chanter Céline Dion, tu vas comprendre. C'est pas donné à tout le monde. Tu peux mettre à l'épreuve des chanteuses et tu vas voir. Elle et moi, on s'amuse souvent à chanter si tu crois que c'est tout. Ah, tu fais Garou et elle fait Céline. Attends, je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et elle fait Céline Dion. Mais on a envie de comment on appelle ça, remixer, de refaire cette chanson. Mais on finira par le faire. Il y a aussi une chanson de Nana Mouskouri, je ne révèle pas encore, qu'elle va chanter. Moi, je vais lui demander, je vais lui faire chanter ça. Ah bon, on a hâte de voir, parce que ça s'annonce épique. Je te dis, ouais. Moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es d'abord tombé amoureux de l'artiste ou de la femme? Bon, quand elle chantait, on m'avait dit que, vieux, si tu écoutes cette fille, tu ne vas pas vouloir t'en séparer. Tu vas vouloir rester avec elle parce que on lui dit toujours que toi, ta place, c'est chez Koffi. J'ai dit, bon, pourquoi vous lui dites ça? Il dit, vieux, on te connaît, on sait ce que tu aimes, on sait ce qui est bien, et tu sais le métier de chanteur. Je ne dis pas tu connais, mais tu sais le métier de musicien. Et puis elle est venue, elle s'est mise à chanter avec sa copine, sans qu'on me dise que celle dont on a parlé, c'était celle qui est à gauche ou à droite. Parce que quand elles sont venues, elles nous ont pas dit bonjour, elles sont parties dans la cabine où on chante, il y avait le micro. Au bout de 2 ou 3 minutes, quand elle chantait, j'ai demandé, mais toi, comment tu t'appelles? C'était Cindy. Sans qu'on m'ait dit que c'est elle. Moi, j'ai écouté pendant 2 minutes, j'ai dit, et toi, tu t'appelles comment? Et puis au bout d'un moment, au début, c'était un peu l'hostilité. Il a été méfié un peu de Koffi Olomide, le mec à histoire. Elle avait entendu des choses. On dit tout sur Koffi, c'est-à-dire
99% et demi de fausseté. Ici, on dit 99%. Hein. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 15 minutes, elle se mettait à sourire. Le sourire que tout le monde aime aujourd'hui. Et puis, je dis à l'ingénieur, je dis, mais regarde cette fille. Elle n'est pas dans l'opulence, elle n'est pas riche. Elle se cherche. Mais regarde bien son sourire. Regarde bien son nez. Tu vois que c'est une super belle fille. Moi, je disais ça à l'ingénieur. Non, Vitika, allez à Bakwanga. Mais et alors? Et alors? Et je me dis aujourd'hui que souvent, pour voir les vraies perles, quelquefois, il faut aller dans les quartiers difficiles. Où il y a par exemple les Dziganes. Il y a des quartiers comme ça, un peu où il y a la désespérance. Donc, voilà l'histoire un peu de Cindy Lecœur. Moi, je pense qu'elle mérite le meilleur. Et les gens qui l'envisagent pour le mal, les gens qui veulent lui faire du mal, alors qu'elle leur procure du bonheur par sa voix, devraient cesser de penser à elle, de l'envisager de cette façon-là. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui voudraient se la faire, et puis plus rien du tout. Elles ne savent pas quelle femme intelligente c'est. Moi, je le sais. J'ai rarement eu la confrontation comme avec elle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui me tient tête depuis le début. Les gens pensent que je la fais marcher comme ça. Ah non! C'est quelqu'un qui a toujours son opinion. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. Elle est têtue, elle a toujours des idées, elle est créative. Et les hommes qui la voient, parce que j'en suis un, les hommes pensent, non, parce que c'est une fille de plus, une nouvelle, on a connu des femmes comme ça, elle n'a rien d'une fille facile. Elle n'a rien d'une fille facile. Les gens là qui ont leur argent, qui se disent que non, je veux lui donner l'argent, il va chanter mon nom, non, elle n'est pas comme ça. Là, je leur ai rendu service. Alors, parlons un petit peu du quartier latin. Je pense que tu as fait tellement d'interviews où tu racontes comment s'est créé le quartier latin. Peut-être si tu veux redire 2-3 choses sur la création. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce serait vraiment de comprendre la dynamique de groupe. Parce que on entend beaucoup d'histoires. Et le fait aussi d'être le patron et les musiciens, comment est-ce que vous vivez? Est-ce que parfois, il n'y a pas de... Tu sais... J'ai observé un petit peu des vidéos, et donc c'est vraiment un regard extérieur, donc je ne suis pas de l'intérieur. Mais de l'extérieur, j'ai parfois l'impression que tout l'orchestre autour est autour de l'artiste et l'adule un peu. Et est-ce que parfois ça fait perdre, ça enlève un petit peu de... Attends, je cherche mes mots. Est-ce que ça fait perdre un petit peu la raison? Est-ce que parfois on peut prendre la grosse tête du fait d'avoir toute cette équipe qui est à ton service et qui est prêt à obéir aussi à tes ordres? Vous savez, la caméra fausse tout. Dès qu'il y a les micros, les lumières, les caméras, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus vraies. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus vraies. Le quartier latin, c'est l'orchestre de l'intelligence. C'est l'orchestre du talent, l'orchestre du savoir, de la compétence. Ceux qui sont là, c'est pour leur compétence d'abord. Chacun a apporté quelque chose. Je ne flatte rarement les gens. Ce que je dis est juste vrai. Donc, quand j'accepte, je valide quelqu'un dans ce groupe, c'est parce qu'il il est compétent, il est digne d'être dans le quartier latin. Donc, on vit comme des potes. Il faut me voir faire des blagues, il faut me voir rigoler. Même quand je m'énerve, les gens du quartier latin, les musiciens du quartier latin, savent que c'est à dessein. C'est jamais gratuitement, c'est utilement pour le groupe. Ça se passe comme ça. On a des rapports, je rigole beaucoup. Moi, je ne sais pas s'il y a un musicien ici à Star, méga star, qui aime rigoler autant que moi. Donc, je suis connu pour ça. Et je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais je suis comme ça. Moi, je suis vrai, tout le temps vrai. Quand j'aime, ça se voit. Quand je n'aime pas aussi, ça se voit. Et voilà. J'ai l'impression que tu fais tout à fond. Donc, c'est-à-dire que quand tu es heureux, tu es très heureux. Quand tu es énervé, tu es très énervé. Tu vois que tu es quelqu'un qui est intense. Oui. Oui, je suis mieux que intense, je suis dense. Avec eux. Et Soleil Wanga, le roi Soleil Wanga, qui est quand même un Mbiaka du quartier latin, qui aussi est invité à l'ING Arena le 6, a dit, je l'ai suivi, il a dit, Vieux Wana, tu comprends l'ingala,
Vieux Wana, les Rambo, il est étrange. J'ai jamais vu quelqu'un qui aime son boulot comme lui. J'ai jamais vu quelqu'un qui est passionné de ce qu'il fait comme lui. Mais quand il est au studio, quand il travaille, tu croirais que c'est sa première chanson. Il met toujours le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il fait. C'est un garçon intelligent, Soleil. C'est quelqu'un qui a tout résumé, qui m'a compris. Mais aujourd'hui, quand je travaille, par exemple, les chansons que Sylvie chante, mais elle-même, des fois, me dit, mais écoute, bébé, ça va, on peut... Je ne sais pas faire autrement, quoi. Et je pense que plus ça va dans l'âge, dans le temps, ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Et les gens qui ont hâte de voir Kofi mourir, Kofi ne plus être là, ils auront des problèmes. Parce que moi, j'aime de plus en plus ce que j'ai fait et ce que j'ai à faire. Et j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Pas seulement une, peut-être 3, 4, 5. Donc, il faut avoir de la patience. Voilà. Alors moi, j'aimerais revenir, bon, c'est un sujet qui fait beaucoup parler sur les réseaux. Moi, l'idée ici, c'est pas de revenir sur la polémique, mais j'aimerais plutôt comparer deux situations. J'ai observé un petit peu la dynamique de la relation que tu avais avec Papa Wemba à l'époque. Tu disais souvent, c'était mon vieux. Tu vois, c'était l'ancien, lui, il était là avant toi. Et puis toi, tu es arrivé avec la fougue, la jeunesse, avec de la modernité. Et donc, ça se passait très bien. Et puis, à un moment, c'est souvent comme dans une relation père-fils. À un moment, le fils veut se rebeller et montrer au père que lui aussi est devenu un homme. Tu vois, j'ai l'impression que la dynamique du conflit qui t'a opposé avec Papa Wemba à l'époque, c'était ça. Tu vois, plus la jeunesse, la fraîcheur de la jeunesse et l'ancien qui veut garder son statut. Déjà, je veux rectifier un truc fondamental. Il n'y a pas de conflit. Et puis moi, je n'étais pas son fils, j'étais son petit. J'ai donné des chansons, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup apporté à la star, Papa Wemba, qui est mon vieux, mon yaya. Tout sauf son fils. Son fils, c'est les musiciens, le fils spirituel. Moi, ça aurait pu être même le contraire si il n'avait pas été plus âgé que moi, parce que moi, j'ai donné des chansons. Moi, j'ai apporté une culture, une espèce de façon de voir les choses, on dirait même une civilisation. Moi, je lui ai dit, par exemple, Papa Wemba, moi, je trouve que tu ne devrais plus parler en lingala, parce que lingala, c'est facile pour amener la vulgarité des choses comme ça. Je lui ai dit ça une fois, et il m'a donné raison. Donc, j'étais pas musicien professionnel, moi, j'étais étudiant, je rentrais pendant les vacances, et c'était mon vieux, c'était mon idole. J'adorais sa façon de se tenir, de faire les choses, de faire la musique, c'est tout. Et puis, quand les gens de son entourage, les flatteurs, les courtisans, quand j'ai voulu enregistrer pour la première fois une de mes chansons pour moi, c'est là que tout a commencé. Je ne devrais pas faire ça, moi je devais aller dans un bureau, je devais toujours continuer à être, on appelle ça quoi, nègre? Ouais, oui, je vois, mais j'aime pas ce mot. Moi non on va plus. plutôt dire Le ghostwriter. Si tu veux. Voilà. Bon, mais en français, on dit quoi? Ça, c'est en anglais. Oui, je cherche allez. Bref, tout le monde a compris ce que je voulais dire. Le ghostwriter. Donc les ennuis, les problèmes, ça a commencé là. C'est à partir de là. Et puis, moi aussi, autour de moi, tout le monde a dit, mais tout le monde aime tes chansons. Tout le monde aime ta voix un peu rock, un peu nouvelle. Parce qu'à l'époque, chanter bien, c'était chanter dans les voix aiguës toujours. Moi, j'ai jamais compris ça. T'arrivais avec une voix grave. Avec ma voix naturelle. Ma voix naturelle, je dis pas que ça devait absolument plaire à tout le monde, mais j'ai chanté comme Dieu m'avait pourvu, avec ce que dont Dieu m'avait pourvu. Donc, mais dans tous les milieux congolais, être bon chanteur, c'était chanter toujours dans les aigus, au perché. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. Donc, l'entourage de Papa Wemba, il y a des vieux là, je le dis comme on dit chez nous, ils commençaient à m'en vouloir. Une fois, j'ai été agressé. Après, j'étais dans un concert de Viva la musique à Amatongi, puis j'étais pourchassé. J'ai fui la nuit vers 2-3 heures du matin. J'ai couru. Ils m'ont poursuivi pour me faire du mal. J'aurais pu perdre la vie ce jour-là. Je n'oublierai jamais. Donc pour rien, parce que j'avais rien fait, juste parce que j'étais là, élégant, avec une fille encore, et puis voilà.
Donc, Alors, moi, si j'ai abordé le sujet Papa Wemba, c'est parce que je voulais vraiment essayer de le comparer à une situation que tu vis aujourd'hui, parce que j'ai non, trouvé une analogie. ça sert à rien. Moi, j'étais pas... Bon, Parce écoute, que moi, je te laisse pas finir. Tu vas comprendre. On peut pas comparer. Papa Wemba, c'était mon vieux. Moi, j'étais son fanatique. Je suis son petit. Il me disait, va, appelle la fille là, fais ça. Je le faisais. Mais si tu veux parler de quelqu'un qui a été mon travailleur, c'est pas la même chose. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je ne devrais pas dire certaines choses ici à la télé. J'ai fait pour Papa Wemba. Je ne l'ai pas fait pour que je reçoive un salaire, une rémunération. J'ai fait pour quelqu'un que je portais, que j'aimais. Quelqu'un dont je voulais la réussite, le succès, l'élévation. Et si tu veux comparer avec des gens qui sont passés dans mon orchestre et tout ça, non, c'est injuste. C'est vraiment injuste. Ok. C'est comme ça que je dis, parce que ça m'est arrivé à moi. Aujourd'hui, l'ingratitude est validée chez le Congolais. Ok. Parce que c'est Kofi qui subit cela. Je laisse chacun juge. Je ne veux pas citer des noms ici, je ne veux surtout pas. J'ai compris où tu voulais en arriver. Et donc, je pense que tu as ta réponse. C'est incomparable. Ok. C'est ta réponse. Moi, j'ai posé la question et ta réponse, c'est J'ai ta répondu, réponse. voilà. C'est incomparable. Que les gens apprécient. Donc, voilà. On parlait de Cindy tout à l'heure. Pour la première fois, je vais aborder ce sujet difficile. Tout va bien avec Cindy. Il y a maintenant bientôt 20 ans. Elle chante. Elle a le succès qu'elle a. Elle a sa voix qu'elle avait avant de rencontrer Kofi. Mais elle en était là où elle était. Je n'ai pas dit que les chansons qu'elle chantait étaient moches, mais aujourd'hui, elle est Cindy Le Cœur Olomide, la deuxième première dame du Congo, juste avant Queenie, la troisième. Ça va, je suis bien placée quand Et même. chacun sait pourquoi c'est comme ça aujourd'hui, d'où ça vient. Et tout est bien dans le plus beau des mondes. Mais moi, je vois déjà de loin comment Kofi serait condamné, passer à la guillotine si un jour il y a quelque chose qui coince avec Cindy. Je sais que d'office, c'est moi qui suis celui qu'on va condamner. J'ai une chanson comme ça, avant même le procès, je suis déjà condamné. La chanson s'appelle « Bas esclave ». Mais les gens n'ont même pas encore oublié, mais vont tout oublier de ce parcours, de tout ce qui a été fait. Ce jour-là, si ça arrive, Dieu merci, je pense que ça n'arrivera pas de mon vivant. Ce n'est pas non plus le souhait de Cindy. Mais les gens sont préparés et ne s'attendent qu'à ça, qu'il y ait quelque chose, un petit couac, quelque chose pour piétiner Kofi Olomide, le saler. Parce que, je le sais, c'est une certaine catégorie de personnes, le fautif d'office, d'emblée et automatique, c'est toujours Kofi Olomide. Mais Dieu merci, ça se passe bien. Ceux-là qui attendent, qu'ils prennent leur mal en patience, qu'ils attendent. Merci de m'avoir reçu. Je suis ravi. Tu as encore envie? Bah oui, Allons-y. j'ai encore des choses à Allons-y. dire. Alors, Allons-y. parce que j'écoute ce que tu dis, Oui. et c'est vrai que tu es une icône, tu es respectée à travers l'Afrique, à travers le monde même. Tu fais partie des Congolais, des rares Congolais à être produits à New York, quand même, il faut le dire. Lincoln Center. Au Lincoln Center, 4000 c'est personnes plein, mais il y avait des gens dehors. incroyable. On avait dit, on ouvrait les portes à 16h ou 17h. Moi-même, je ne voulais pas y croire. Je suis arrivé en retard. Hein. Le truc était archi plein, mais alors archi plein. Mais moi, tu sais, quand je parle de ça, je suis doublement fier de nous. Parce que moi, je fais partie de ces gens qui ont réussi ce que tout le monde sait sans Internet. L'Internet, c'est un phénomène, c'est un instrument, c'est quelque chose de phénoménal. Ça facilite la vie, ça a changé la vie. Et aujourd'hui, il y a des gens qui en profitent. Ces gens ne devraient pas faire le fier, avoir la grande gueule ni la grosse tête. Ils devraient être humbles parce que nous, là, pour devenir ce qu'on est, on a ramé. À l'époque, il n'y avait même pas 10 chaînes de télé au Congo. Il y avait une chaîne de télé. Pour qu'on te reçoive, il fallait que tu sois méritant.
C'était à la méritocratie, pour qu'on se reçoive dans une émission. Et on a fait les Bercy, on a fait ce qu'on a fait dans ces conditions-là, avec le bouche à oreille. Il ne faut pas comparer toujours tout. Aujourd'hui, on a traversé le pont, on est dans le monde de TikTok, des machins, on a le monde de la méchanceté agressive. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés pour insulter. Ça n'échappe à personne, ça n'existait pas avant. Moi, je suis fier de dire que je n'ai jamais demandé qu'on insulte Tabouley, Franco, Niboma, Sokivangu, Mangwana, qu'on insulte quiconque pour que je récolte du succès, pour que je prenne sa place. Je suis fier de le dire. Et les gens qui veulent être au sommet du monde devraient ne pas utiliser l'injure, la facilité, la méchanceté, le côté mécréant. Michael Jackson n'a jamais insulté quiconque. N'a jamais eu des porte-paroles pour dire du mal de James Brown, de Al Jarreau, de Ray Charles, de Tina Turner. Aujourd'hui, au Congo, regardez ce qui se passe. Et puis moi, je me mets à la place des épouses de ces journalistes, des maris de ces filles, des parents de ces filles, dont les enfants ont pour mission insulter, dire du mal. Est-ce que c'est ça une vie? J'ai dit l'autre jour que ces enfants-là, qu'ils sachent que moi, Kofi, je leur voudrais jamais. Parce que je sais que elles et ils n'y sont pour rien. Ils ont une mission pourrie, une mission détestable, une mission indigne. Et je leur dis de demander un jour aux commanditaires, à ceux-là ou à ceux-là qui les payent pour faire ce sale boulot, de venir devant les caméras avoir suffisamment de couilles pour dire eux-mêmes leur saleté. Comment tu expliques, comme je te dis, parce que là, tout ce que tu me dis, je l'entends, comment tu expliques que malgré tout ce que tu as fait, malgré, comme tu dis, que toi, tu n'enfonces pas les autres pour réussir, comment est-ce que ça se fait que ton nom revient toujours, alors avec des histoires, des accusations de justice, tu as même des musiques qui ont été... Non, je ne vais pas aller là, mais... Non, quand tu dis accusation de justice, j'aimerais vraiment beaucoup que tu rajoutes juste Je vais rajouter. Quoi? Je vais aller tu vas rajouter quoi? Que tu étais acquitté. Ce sont ben des voilà. accusations. Voilà. Mais tu m'as pas laissé Sinon, terminer. je porte plainte pour diffamation. Non, mais voilà. faut me laisser aller au bout de ma question. Non, mais je veux dire... Jamais je n'esterai en justice quelqu'un comme toi. Jamais. Voilà. Donc, comme je disais, il y a eu des accusations. Comme tu l'as dit, tu as été accusé pour 7 chefs d'accusation sur les 8. Il y a eu plein de choses. Il y a eu ta musique qui a même été censurée. Certains de tes morceaux qui ont été interdits pendant tout un temps au Congo. Et l'hippodrome de Vincennes, il y a des gens qui ont ramené ça à la mairie de Paris pour qu'on annule. Ça, tu ne dis pas. Alors que j'ai jamais vu de promo comme l'hippodrome de Vincennes. Il y a eu des showbiz, il y a eu des chansons, il y a eu un album, il y a eu tout ça. Et les gens ont acheté des billets de l'Australie pour venir à ces concerts. Les personnes qui ont été à la base de cette annulation sont d'une méchanceté indescriptible. Et Dieu ne les pardonnera pas. Tu n'as pas, en tout cas, toi, aujourd'hui, tu peux pas m'expliquer pourquoi est-ce qu'on t'en veut comme ça. Parce que je suis Kofi. Parce que c'est moi, Kofi, le GOAT. Parce que c'est moi, Kofi, le surpuissant. Donc, toutes les accusations mentent. Vous savez, les gens qui... Mais je t'ai acquitté, comment on peut faire mieux? Non, mais après, non, pour la justice, mais il y a plein d'autres choses aussi, tu vois. Parce que il y a des gens qui, aujourd'hui, disent ce gars est un génie. Dans chaque société, il y a toujours quelqu'un comme ça. Dans le milieu de la Rolls-Royce, il y a M. Rolls, qui est un génie. M. Rolls, c'est un génie. Moi, il y a des gens qui le disent après que M. Mundabi Bob a dit que Kofi était le patron de la musique congolaise. C'est pas moi. Et c'est un prêtre qui a lu le testament de Mundabi dans une église, l'église Sacré-Cœur de Lingwala. Tu sais, mon oncle, qui est un grand fan de musique congolaise, m'a dit, il y a 3 grands paroliers au Congo. Tu sais qui il a cité? Tabouley Rochereau, Papa Wemba, Kofi Olomide. Est-ce que tu valides? Il n'a pas mis le Toumba. Il a dit 3, il a cité ces 3-là. Tu valides pas? Il fallait mettre aussi. Je respecte à ton oncle. Respect à ton oncle. Mais est-ce que c'était le bon ordre?
Ou c'est toi Non, qui as... j'ai pu le mélanger. Mais voilà, mélangé. je suis fier que ton oncle m'ait mis dans cette liste-là. Que tu veux que je dise. Moi, Taboulé Rochereau, respect. Parce que non seulement il écrivait des belles chansons, il a écrit des belles chansons, il a fabriqué aussi des gens, mais quel mélodiste. Il n'y a pas bon chanteur qui n'a pas puisé dans les mélodies de Taboulé Rochereau. Oh, manamatambiano, manamatani, mkematani, oh, manamatambiano. Ce type-là, qu'il repose vraiment en paix et respect éternel à lui, Taboulé Rochereau. Nous, là, on a fabriqué des chansons après avoir écouté ces mélodies. Moi Koffi Olomide. Donc, c'est quelqu'un... Et puis, quand il était à quelques mois de la mort, s'il était malade de façon irréversible, je suis allé lui rendre visite chez lui à Limété. Je me rappellerai toujours, il y avait plein de gens qui sont venus comme moi le réconforter. Et il m'a appelé, on lui a dit que Koffi était là. Il m'a dit, Antoine Yakawa, il était faible et tout ça. Et puis il m'a pris par la main. Les larmes coulaient comme si on pressait une orange. Taboulé Rochereau était comme ça assis, il était flétri. Fallu puis dit Koffi, Antoine, yeba kengana fanatique. Je pleurais, je ne sais pas comment vous le dire, quoi. Ce monsieur, comme ça, dans cette posture-là, même aujourd'hui, je ne l'accepte pas. Il y a quand même de l'injustice dans cette affaire de mort. Il m'a dit ça. Tango koyemba Koffi chante Taboulé. Il m'appelle Pungani. Il avait une chanson Pungani. J'avais déjà son répertoire, tu te rappelles, j'avais fait Koffi chante. Parce que je me suis dit, ce gars, j'ai puisé, je me suis inspiré de son œuvre. Je lui dois de la reconnaissance. Pendant que je suis fort, pendant que j'ai du succès, pendant que je suis Koffi. Et donc j'ai pensé faire Koffi chante Taboulé. C'était la première fois au Congo que quelqu'un avait une idée comme ça. Aujourd'hui, c'est moi qui avais commencé avec ça. Et donc j'ai dit, je veux vraiment honorer. Il y avait une publicité, et puis il m'a dit, Oyemba Pongina, 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 c'était Pongina. Mais je ne comprenais pas, je connaissais la chanson de lui que je ne connaissais pas. Moi j'ai mes tubes de lui qui sont cultes. Et puis on m'a renseigné, et puis j'ai fait cet événement, tout le monde était satisfait. Après j'ai fait Taboulé, Koffi chante Lutumba, Simaro, j'ai fait chante Luambo. Je voulais faire Koffi chante Papa Wemba. J'en parle au passé, mais c'est encore une idée. Chante peut-être aussi Pépé Calé. Donc voilà, tu sais, aujourd'hui, oui, vas-y. Important, on sent que c'est important pour toi aussi de rendre hommage à toutes ces figures aussi emblématiques de la musique congolaise. C'est la moindre des choses. Le respect de ceux de qui nous nous sommes inspirés devait être même une loi. Moi, je dis toujours à Cindy, je dis à ceux qui sont autour de moi, il faut respecter ceux qui ont du vécu. Il faut respecter ceux qui ont du vécu. Il faut respecter l'ordre établi. Moi, j'ai vu Michael Jackson, le dieu de la musique mondiale planétaire, apporter une cape dorée à James Brown, qui était son idole. C'est-à-dire celui là où il a pris les mouvements de danse, c'est de lui qu'il a pris ça. Et j'ai vu faire ça. J'ai vu Drake honorer Lil Wayne. Il y a des exemples sont légion. Et tu sais ce que moi j'ai vu? Oui. Des tas d'artistes aussi honorer Koffi Olomide. Youssoupha dans Amapiano. J'écoute plus mes boucles, j'écoute Koffi Olomide. Booba qui dit légende vivante comme Koffi Olomide. Leto qui dit j'écoute Koffi Olomide dans son morceau Truc à deux mois. Mais tu sais, moi j'ai rien fait pour Booba. Je lui ai rien donné. Je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer artistiquement, je l'aurais dit. Il y a lui, il y a Gims. Comme j'ai rencontré Nino, on a un featuring incroyable. Si Nino peut être le 6 là pour qu'on chante ça, ce serait génial. Génial, je valide. Lui dit du bien de moi. Mais ceux à qui je fais quelque chose,
à qui j'ai apporté quelque chose. Ils ne sont pas sur ta liste. Voilà. C'est ça le problème. Congolais. Que je répète? Répète si tu veux. C'est le Congolese problem. Et en lingala, ça donne quoi? Bozoba ya Congolais. Bololé ya Congolais. Yaouli ya Congolais. Ah, yaouli, ça je connaissais pas. Ah. Ça veut dire quoi? Yaouli, c'est un peu la même chose, Bozoba, Ah, tout ok. ça là. C'est-à-dire, tu as J'ai appris cité un là nouveau des mot. gens qui sont éminents, que moi je considère. Ils sont tous jeunes, plus jeunes que moi. Mais voilà. Et c'est comme ça devrait se passer. Tu vois, moi, quand j'ai fait Kofi Lutumba, quand je dis du bien de Papa, je ne dirais que du bien de Papa Wemba. Je ne dirais que du bien. Les gens ont tout fait pour essayer de flouer les vérités, pour essayer de créer des histoires. Je t'ai raconté qu'il n'y a jamais rien eu que, à part le fait que je me suis mis à chanter moi-même mes chansons. C'est tout. Il y a quelque chose dont j'ai oublié de parler tout à l'heure et je trouve que c'est important quand même de le citer. Tu es aussi le créateur du tchatcho. Ah, C'est ça. quoi le tchatcho? Raconte-nous un Tchatcho, petit peu. c'est cette denrée artistique, culturelle, dont personne ne peut plus se passer. C'est la douceur, c'est la tendresse, c'est la qualité, c'est l'excellence permanente, c'est un état d'esprit. C'est ça, tchatcho. Est-ce que c'est un petit peu une modification du mot tchatcher ou pas du tout? Non, non, c'est comme Pas ça. du- Moi, j'ai écouté ça un jour, puis j'ai dit, ah, tchatcho. Et puis voilà, c'est le petit de la rumba. C'est le petit frère ou c'est... Hein, voilà, c'est humblement comme ça. Et puis, on m'a dit que Kofi, tu as du mérite. Tu es peut-être celui qui a, pour la première famille de la poésie en français dans des chansons lingala. C'est ça, tchatcho. J'ai mis de la douceur là où il y avait de l'agressivité. Aujourd'hui, il y a des musiciens qui étaient champions en danse, mais qui aujourd'hui pratiquent la rumba, la tendresse. Parce que j'ai dit une fois, la musique, ce n'est pas seulement pour transpirer. Quand on parle souvent de la musique congolaise, on parle du soukous, du ndombolo. Moi, je m'insurge contre ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que la musique congolaise vise aussi le cœur des gens. Ah oui. Voilà. Et moi, c'est mon job, je suis le serviteur du cœur des gens. Et qui mieux qu'un Congolais pour chanter l'amour quand même? Voilà. Qui mieux qu'un Congolais? Peut-être Jacques Brel. Peut-être Jacques Brel. Peut-être lui. Il y a aussi quelques autres. Mais Jacques Brel, pour moi, c'est le top. Alors, on va aussi quand même parler de ton tout dernier projet, Goutte Intemporelle. Ouais. Mais au-delà de ça, 27 projets, des certifications à pleuvoir, 4 choras la même soirée, puis d'autres choras qui ont suivi les années, des disques d'or, des millions de vues, des millions de streams. Finalement, 46 ans de carrière, quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Si tu devais retenir Je une ou deux remercie choses. le public de l'Afrique, d'abord, de mon pays. Je remercie le public. Moi, je te l'ai dit au début de notre entretien, je serai toujours redevable de ce public. Donc je lui dis merci. C'est comme ça que je compte sur lui le 6 septembre. Parce que j'ai envie de chanter, de rechanter dans des conditions d'aréna là. Voilà. Donc, sans le public, il n'y a rien. Sans le public, il n'y a absolument rien. Tu as même oublié, ils ont organisé un truc en Afrique du Sud. On voulait que le public directement choisisse l'artiste africain de la décennie. Ok. À l'époque, il n'y avait pas de tricherie. C'est-à-dire, on écrivait. Aujourd'hui, il y a des awards de tout genre et on sait comment ça se passe. Trafic d'influence? Je ne vais pas en parler longuement parce qu'on va dire que non, c'est ce qu'on fait. Voilà. Toi, tu as déjà dit trafic d'influence, ça suffit. Donc, on a demandé aux gens de tous les pays de choisir. Et j'étais celui qui a été choisi. Le deuxième avait moins de la moitié des voix qui m'étaient pourvues. Waouh. Ouais. J'étais l'artiste africain de la décennie. En Côte d'Ivoire, déjà, on avait décerné des awards, mon ami Consieka. Et moi, j'avais gagné, je pense, 2 awards comme ça, chanson de l'année, album de l'année. Et à la fin de la cérémonie, on a demandé à tout le monde, on a donné des bouts de papier pour écrire le plus méritant des awardés, si j'ose dire, de celui qui a gagné un award. Et celui qui gagnait avait un énorme prix, en espèces, en argent, que décernait l'ancien président de la Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny. Et j'étais celui-là.
j'étais celui-là. Que des Donc accomplissements. ça, c'est des moments que je n'oublierai pas. Mais quand même, le meilleur de mes awards, c'est mes enfants, c'est ma progéniture, c'est aussi le quartier latin, et surtout avec, aujourd'hui, celle qui va exploser, je vous le dis, parce qu'il va se passer des choses. Koffi Olomide féminin. Cindy Le Cœur Olomide. C'est à toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Alors justement, tu parles de tes enfants. On sait souvent que nous, les filles, on a une relation particulière avec nos papas. Moi, je suis plus ou moins de la même génération que ta fille Didi Stone. Et je me demande toujours, qu'est-ce que ça représente pour un père de voir sa fille s'éloigner? Et s'éloigner de quoi? On sait qu'il y a eu, enfin pas s'éloigner, mais on sait qu'il y a eu des... Voilà, on a tous Internet, tu me poses la question. Mais tu l'as dit, c'est ma fille. Mm-hmm. Comment je ferais pour cesser de la porter dans mon cœur? Ça, c'était pas ma question. S'éloigner physiquement? Non, mais ça veut dire que toi, comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu... En fait, comment est-ce que ça te Non, touche? laisse-moi d'abord utiliser ce que tu as laisse. dit. Mais toutes les filles qui se marient, qui changent de nom, qu'est-ce que tu en penses? Elles s'éloignent de leur père? Non. Et pourtant, elles vont vivre des fois en Amérique, le papa reste au Congo, et puis voilà. Non, c'est-à-dire un enfant reste l'enfant de son père. Et cet amour-là, c'est pour toujours. Mais on peut, au quotidien, ne pas se dire bonjour chaque matin. Ça y est des choses qui arrivent, et puis voilà. Ce sera, je pense, ma dernière question. Tu as construit une carrière immense, mais dans l'intimité, est-ce que parfois, est-ce que tu n'as pas peur parfois que pour ta famille, pour tes enfants, ils ne retiennent que les absences? Parce que voilà, tu faisais des tournées, tu étais une star. Est-ce que parfois, en regardant un petit peu en arrière, c'est pas une peur, quelque part, malgré l'accomplissement? Oui, c'est pas faux ce que tu dis. Mais est-ce que mes enfants peuvent douter de l'amour que j'ai pour eux? Non. Quel message tu donnerais à tes enfants aujourd'hui? Je n'ai pas besoin de donner des messages. Je suis le père de mes enfants sont moi. Je l'ai déjà dit, mes enfants sont moi. Donc, il n'y a pas de problème. Et j'ai demandé à mes enfants, celles qui seront disponibles, mais je leur ai demandé, je leur ai dit ici, de venir à l'ING Arena, m'accompagner devant le public. C'est comme ça que moi je veux arriver sur scène. J'ai encore appelé Kenaya. Je dis à mes enfants, sans différence, je le redis ici, j'aimerais beaucoup que ce soit eux qui me prennent par la main pour m'amener devant le public. Voilà. Ce serait une belle image. Voilà. Merci Koffi pour ce moment passé ensemble. Et on rappelle que ce 6 septembre, ça va se passer à l'ING Arena. Tu nous as promis des belles surprises. On sait déjà que tu seras accompagné du quartier latin international, de Cindy Le Cœur aussi. Quartier latin, mes soldats sont venus du Congo, ils sont à Bruxelles. Et aussi mes petits du quartier qu'on appelle Fashion, quartier latin Fashion, sont là aussi. Ils vont ensemble donner au public quelque chose d'explosif. Et pour terminer, j'aimerais vraiment redire merci à Philippe Claus, à Bertin Mampaka, au Centre culturel congolais de Bruxelles pour cette organisation. La députée Moutchébélé, ce qu'elle a fait, vraiment, je n'oublierai pas. Bertin Mampaka aussi. Aujourd'hui, grâce à eux, j'ai découvert votre agence. BMP Agency. Voilà, avec des jeunes gens. Vous savez, les gens de mon âge ne rêvent que d'être entourés par les enfants comme vous. Quand je le dis, ce n'est pas péjoratif. Pas du tout. Parce que vous avez quand même, tu l'as dit toi-même, à peu près le même âge que mes enfants. Donc je suis vraiment un homme heureux. Et ça me motive, ça me donne envie d'y aller. J'ai vraiment, vraiment envie d'y aller. Donc merci Cuny, merci Barclay, merci à toute ton équipe. Je dis aussi mes trucs, merci à celui que j'appelle
Cassius Clay et Dimitri. Hein. Dimitri Boré aussi. Oui, je lui ai dit Dimitri. Il m'a dit qu'il va m'emmener, je peux le dire, il va m'emmener Paul. Pour l'instant, je dis Paul. On dit Paul. Je dis Paul. Quand ce sera sûr, on dira l'autre nom. Et puis l'autre là. Et ça serait bien qu'on puisse faire un bœuf. J'ai des invités incroyables. Je viens d'Afrique de l'Est, où on parle anglais, où on chante en anglais. Et il va y avoir une surprise, mais alors belle. Une surprise avec qui tu as déjà fité? Oui. Ok. J'ai encore ma petite idée. Voilà. Donc vraiment, venez le 6, ça va être bien. Et beaucoup d'artistes français aussi avec qui tu as fité. Je pense à Gradure, Nazac, Black et tout. Oui. Il va falloir qu'on les déplace. Ils sont déjà prêts, c'est comment? Ah, mais je vais voir à quel point Barclay et Dimitri sont forts et puissants. C'est là que je vais les juger. C'est pas à moi de faire le reste. Moi, ce sont des gens que j'aime et je serai ravi de les voir là. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de passer ce moment avec toi. En tout cas, nous, on sera là le 6 septembre à l'ING Arena pour vivre ce moment historique. Ça fait longtemps, je pense, que le public t'attend sur scène et on a hâte de voir ça. Moi aussi, je serai là. Ah ça, j'espère bien. Merci Merci Cuny, merci infiniment.